Émission droit et devoir sur Radio Maranatha également partagé avec vous sur le réseau social YouTube, chers auditeurs. Bonjour, comment vous allez? Je suis Philippe Adika pour la présentation de cette émission. Notre invité de tous les jours est l'engagée Madame Odette Donga, zone juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Nous continuons notre campagne de l'implémentation du code pénal du Togo et la fois dernière on avait touché beaucoup de points. On avait abordé la section 2 qui parlait des homicides involontaires. Voilà donc nous allons terminer cette section aujourd'hui et poursuivre donc à expliquer d'autres articles de ce code très important. Je vous invite une fois encore à être à notre écoute pour découvrir beaucoup de choses. Madame, bonjour, comment vous allez? Madame, bonjour. Bonjour, et je rends grâce à Dieu pour votre vie, la mienne et celle de nos proches. Et je peux dire c'est grâce à Dieu que aujourd'hui vous et moi nous sommes en bonne santé et nous arrivons à animer cette émission. Mes hommages au chef de l'État pour sa politique de paix. Paix sans laquelle rien ne peut marcher, et je peux dire c'est grâce à cette paix que vous et moi nous pouvons aller et venir, vaquer librement à nos occupations et surtout nous rencontrer pour animer cette émission. Je voudrais rendre un hommage au DG de la radio Maranatha pour tous ses efforts en faveur de l'information, tout ce qu'il fait pour que l'information parvienne aux populations dans les milieux les plus reculés. Je voudrais dire un sincère merci aux journalistes Ahatefou de Radio Alpha Omega, grâce à qui notre émission est désormais sur YouTube et sur Togo Actualité dénommé Niadebenu. Merci beaucoup Aristo pour avoir mis cette émission sur ce réseau social et avoir permis à beaucoup de personnes de bénéficier ou de profiter des enseignements de cette émission. Je voudrais aussi dire un sincère merci à tous les collaborateurs de la radio Maranatha, parce que c'est grâce à vous que la vision de votre directeur général va loin et que l'information arrive à parvenir à tous. Je voudrais dire aussi merci à tous les auditeurs de Radio Maranatha, ceux qui nous écoutent et qui nous encouragent et nous laissent des questions d'éclaircissement pour améliorer le contenu de cette émission. Et je voudrais enfin exhorter ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cette émission de faire tout et tout pour s'allier à la radio Maranatha ou au réseau social YouTube ou à n'importe quel réseau social pour écouter cette émission afin que l'ignorance ne les tue. Merci. Merci beaucoup, madame, pour vos mots de gratitude, de remerciement à l'endroit de ceux qui sont nos fidèles auditeurs dans cette émission. Quelle que soit votre position d'écoute, nous vous remercions infiniment et de l'engagement également que vous prenez sur vous de nous accompagner.
Voilà, parce que vous nous envoyez également vos questions à travers donc le réseau social YouTube et madame prend toujours le soin de vous donner les réponses. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui, madame, avec la session 2 qui parle des homicides involontaires, puisque la session 1 a parlé des homicides volontaires. Vous avez touché beaucoup de points. Nous sommes donc à l'article 180 aujourd'hui. Vous avez donc la parole, madame. Merci beaucoup. L'article 182 et toute personne qui par négligence ou imprudence provoque l'infection au VIH d'une autre personne est punie des peines de l'homicide involontaire prévu par la présente section. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel de la santé, les peines prévues à l'article 178 sont portées de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et l'amende de 5 millions à 25 millions sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables. Qu'est-ce que nous devons entendre par ceci? Ça veut dire quoi? Il peut arriver que quelqu'un puisse par imprudence provoquer l'infection au VIH à une autre personne. Et donc, si c'est par imprudence ou négligence, c'est que la personne est poursuivie comme si c'était un homicide et involontaire. Maintenant, si l'infraction est commise par un professionnel de la santé, la peine va de 5 à 10 ans parce que pour l'homicide involontaire, on parle de 1 à 3 ans. Donc, maintenant, ça va de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que c'est criminel, quoi. Voilà. Et l'amende aussi a quintuplé pratiquement, 5 millions à 25 millions. Alors que, et plus même, parce que de l'autre côté, c'est 500 000 à 1 million l'amende lorsqu'il s'agit d'homicide involontaire. On veut juste involontaire. D'homicide involontaire. On veut juste faire comprendre aux gens que la transmission du VIH, la transmission du VIH est considérée comme un homicide involontaire. On n'a pas dit blessure, c'est important. C'est ça donc. Et si d'aventure c'est un professionnel, c'est-à-dire c'est un médecin, c'est un infirmier qui par négligence transmet le VIH, ça c'est 5 à 10 ans. Voilà. Et chapitre 3 de la mise en danger de la personne. Section 1 de l'exposition d'autrui au risque. Article 181. Toute personne qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions ou de l'une de ces deux peines seulement, est assimilée à l'exposition d'autrui au risque sanctionné à l'alinéa précédent et punie des mêmes peines la commercialisation directe ou indirecte de produits contenant des éléments de nature à porter atteinte à la santé humaine. Lorsqu'un enfant âgé de moins de 18 ans est victime des faits visés par le présent article, la peine d'emprisonnement est portée de 3 à 5 ans et l'amende de 5 millions à 25 millions de francs CFA. Et c'est important que l'on puisse expliquer aux gens que, en fait, l'exposition d'autrui au risque, c'est quoi? Et ça peut arriver que ça entraîne la mort ou les blessures graves. Je donne un exemple. Une maman ou un papa, c'est-à-dire un parent qui laisse à la maison 2 enfants. Une ou un mineur de 8 ans qui est plus âgé et un autre de 6 ans avec peut-être quelque chose sur le feu, sur le gaz. Et on part. Voilà.
vous avez exposé, oui, vous exposez vos enfants au risque. Et c'est pour ça que la loi, elle dit, au cas où, si d'aventure la personne qui est exposée au risque est un enfant, c'est que ça devient grave. C'est là où on dit la peine va de 3 à 5 ans. Maintenant, on dit assimiler à l'exposition d'autrui au risque et sanctionné par les mêmes peines. C'est le fait de commercialiser des produits contenant des éléments de nature à porter atteinte à la santé humaine. Vous allez voir les tramadol, la vente des tramadol, les chichas. En fait, ce sont des produits, qui contiennent des éléments de nature à porter atteinte à la santé humaine. C'est vrai que les gens vont dire oui, il y a de l'argent dedans, le commerce, mais ce n'est pas bien. Ça porte atteinte à la santé humaine. Et si on veut vraiment vous chercher des noises, c'est que on peut vous poursuivre pour ces faits. Surtout pour la commercialisation, par exemple. Oui, pour la commercialisation. Oui. Moi, j'ai un dossier où la personne qui est poursuivie vendait de la cocaïne et de l'héroïne et aussi du chicha. Et donc, on lui a poursuivi pour trafic de drogue, et exposition d'autrui au risque et blanchiment. Oui, donc c'est important que les gens sachent que, en fait, cette infraction existe. Si aujourd'hui, on laisse faire les gens, on va dire ouais, pourquoi le poursuivre avant de commencer son activité, il est allé au registre du commerce, il a déclaré cette activité. Parfois on déclare certaines activités, on dit commerce général, import, export. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Est-ce que le registre du commerce, là, ou bien le ministère du commerce plutôt, c'est ce que vous mettez dans import et export? On n'a pas tous les détails. Voilà, donc c'est important. Article 182, toute personne morale déclarée responsable pénalement de l'infraction prévue à l'article précédent est punie des peines prévues par l'article 54 du présent code. Oui, et l'article 54 du présent code parle des peines applicables aux personnes morales. Et il s'agit de l'amende, de l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, de la fermeture temporaire ou définitive des établissements, de la confiscation spéciale prévue par l'article 118, de la fermeture temporaire ou définitive de la succursale et de la dissolution de la personne morale et aussi de l'interdiction temporaire ou définitive de procéder à une offre au public de titre ou de financement. Bref, je donne en vrac les sanctions applicable aux personnes morales. La personne morale ne peut pas aller en prison. Est-ce qu'on peut enfermer une société ou un établissement? Donc c'est ça, et ce sont les peines applicables. La juridiction saisie peut en outre, si elle l'estime nécessaire, interdire l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 2 des infractions commises par le personnel de santé. Article 183. Tout personnel de santé qui, dans l'exercice de ses fonctions, se rend coupable d'une négligence, maladresse, imprudence ou manque à son serment est puni selon les cas. Des peines de l'homicide involontaire si son action ou omission a entraîné la mort du patient. Des peines de blessure involontaire en cas d'invalidité ou d'infirmité grave du patient. Et ceci veut dire quoi?
dans l'exercice de leur fonction, les professionnels de la santé sont appelés à toucher aux personnes, à leur corps, à faire des analyses ou à peut-être opérer des gens. Il peut arriver que par imprudence, et ils se rendent coupables d'imprudence et que cette imprudence peut conduire soit à la mort. Si c'est à la mort, on va parler de homicide involontaire. Involontaire dans quel sens? Parce qu'ils n'ont pas voulu la mort, c'est-à-dire ils n'insistaient pas dans le but de tuer la personne, parce que c'est une erreur qui a été commise. Ou bien, lorsque la personne a une invalidité, on va parler de blessure involontaire. Je vais donner un exemple banal. Et une personne a été opérée, et lors de l'opération, après l'opération, il se fait que les professionnels de la santé ont oublié le coton au sein du ventre et ont cousu. Donc, quelques heures après, la personne a commencé par avoir les maux de ventre, tout ça là. Et on est parti, on a refait le scanner et la radio et on a vu que c'était du coton qui avait été laissé dans son ventre. Rapidement, on l'a réopéré et on l'a sauvé de justesse, mais il y a eu d'autres conséquences. Donc ça, on peut parler de blessure involontaire s'il y a une invalidité ou une infirmité grave du patient. Ça veut dire que ça peut l'empêcher à marcher pendant un moment, ou même elle peut perdre la motricité de ses membres ou quelque chose comme ça. Maintenant, il est arrivé aussi que des ciseaux ou des pinces ont été omis dans le ventre et ils ont cousu. Ça, c'est grave, hein? Donc, après, la personne a été libérée. Ensuite, je donne des exemples. Je n'ai pas dit, c'est des hypothèses d'école. Faut pas dire ce que je n'ai pas vu. Je ne dis pas que ça existe, mais ça existe quand même. Ça existe. Et après quelques jours, la personne était gravement malade. On l'a ramenée. On a vu que c'était les ciseaux. On a fait tout, on a enlevé, mais c'était déjà trop avancé, la rouille, tout ça, et donc la personne est décédée. Ses parents peuvent porter plainte contre le personnel de santé. Donc voilà. Donc, cela voudrait dire que ce n'est pas dans tous les cas s'il y a non. S'il n'y a pas d'erreur, c'est ça ne veut pas dire. Bon, si on dit que les médecins ou les personnels de santé, s'ils soignent les gens, ils ne doivent pas mourir. Donc, s'ils meurent, non. S'ils n'ont commis aucune erreur, s'ils ont suivi les règles déontologiques, s'ils ont suivi tout, ils ont fait tout de leur possible. On ne peut pas leur reprocher ça. Je suis désolée. Article 184, tout professionnel de santé qui omet ou refuse d'honorer l'obligation de soins à laquelle elle est tenue vis-à-vis d'une personne infectée par le VIH est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA. La même peine est applicable à tout individu qui empêche la personne infectée par le VIH d'accéder aux soins, refuse ou met obstacle à l'accès aux soins pour la personne infectée. Oui, ici, c'est dit qu'il peut arriver et qu'un professionnel de la santé dise, parce qu'il sait que la personne qui est venue demander les soins, c'est une personne infectée par le VIH, dit que non, moi je ne soigne pas, je ne peux pas intervenir. Non, qu'il n'a qu'à aller ailleurs. Si il a oublié son serment. Voilà, Hippocrate. Donc, c'est ça. On peut dire, il y a aussi des personnes qui peuvent venir empêcher une personne atteinte de VIH, infectée par le VIH, de rentrer ou d'aller se faire soigner pour dire que non, moi je vais dans cet hôpital, aucune personne infectée par le VIH ne doit y être, donc je veux que vous le dégagez. Donc
Voilà, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Les articles 185, les dispositions de l'article précédent s'appliquent sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires encourues. Le délaissement d'une personne, section 3, le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. Article 186, toute personne qui délaisse en un lieu quelconque une autre personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique et psychique est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Ça veut dire quoi? Si une personne est peut-être mineure ou vieille, ou peut-être la personne est un peu aliénée mentalement, mais vous allez l'abandonner quelque part, où vous savez que vous allez déposer un enfant à côté du passage d'un train. Vous savez que le train va passer. Godo, 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 godo. L'enfant ne peut même pas bouger. Ou bien la personne ne peut pas bouger. Et s'il arrivait que le train venait à lui marcher dessus, ou bien même le train n'est pas venu, n'est pas encore passé, mais quelqu'un vient le voir abandonné là-bas, déjà, voilà, vous avez des problèmes. Si d'aventure quelque chose lui arrivait, ça aussi c'est encore grave. Donc je vais lire la suite pour que nous comprenions. Donc le maximum de la peine est prononcé lorsque la victime est un enfant, comme je venais de le dire, et si le délaissement a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de 6 semaines, il est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. C'est important. Si le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de la personne, la peine d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Maintenant, si le délaissement a entraîné la mort de la personne, la peine est de 5 à 10 ans. Ça, c'est grave. Hein? Section 4 de l'entrave aux mesures d'assistance. Article 187 constitue une entrave aux mesures d'assistance le fait d'empêcher volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne en péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Article 188, toute personne coupable d'entrave aux mesures d'assistance est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'entrave à une assistance? Il peut arriver que il y a une inondation ou quelqu'un est quelque part enclavé, les secours sont en train d'aller pour aider la personne et c'est vous qui les empêchez d'aller. Pourquoi? Donc s'il arrivait que la personne, on se rend compte que tu le fais exprès pour que on ne puisse pas sauver la personne, tu peux être poursuivi. Section 5 de l'omission de porter secours. C'est important, hein, parce que ça là souvent les gens disent que oh, ça ne me regarde pas, mais article 189 constitue une omission de porter secours le fait de ne pas prêter assistance à une personne en danger lorsque celui-ci pouvait agir par lui-même ou en provoquant un secours sans danger pour lui ou pour les tiers, s'abstenir volontairement de le faire. Par exemple, dans le cas qu'on avait dit entrave aux mesures d'assistance, la personne est en danger, vous-même vous n'allez pas l'aider, mais vous refusez qu'on l'aide. Ça veut dire qu'on peut vous imputer l'omission de porter secours aussi, parce que vous avez l'obligation d'aller vous-même lui porter secours. Article 190, toute personne coupable de mission de porter secours est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui, en cas de calamité ou de danger public, a, sans motif valable, refusé ou négligé de répondre à la demande de secours ou à la réquisition d'aide formulée par l'autorité publique qualifiée est punie des mêmes peines à l'alinéa précédent.
Et si dans ce cas, c'est qu'il y a une calamité naturelle où il y a un danger et on vient, on dit, on appelle tout le monde pour sortir. Toi, tu dis, oh, toi, tu n'as pas le temps déjà. C'est pas normal. Pour ces personnes. On va continuer rapidement. Section 6 de l'expérimentation illégale sur la personne humaine. Article 191 constitue une expérimentation illégale sur la personne humaine le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser. Article 192. Toute personne coupable d'une expérimentation illégale sur la personne humaine est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Je vais expliquer. D'abord, qu'est-ce que l'expérimentation illégale sur la personne? On dit c'est le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre. C'est ce qui est important. C'est-à-dire que le fait de faire une recherche biomédicale sur une personne, on ne peut pas la qualifier d'illégale dans la mesure où la personne même a donné son accord. Mais si la personne n'a pas donné son accord ou la personne a refusé, ça veut dire que vous êtes en train d'aller avec la force. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Vous êtes malade, vous sentez le paludisme, vous allez à l'hôpital, peut-être c'est pour vous faire des analyses, on vous dit, on fait recherche de malaria, non? Ou le test de... Oui, c'est comme ça, ils appellent ça. Ensuite, on fait peut-être d'autres analyses, mais on vous donne le papier que on vous a fait telle analyse. Mais à la fin, vous apprenez que votre sang là, qu'on venait de vous prendre, a été servi pour déterminer si vous êtes infecté au VIH ou pas. Il peut arriver. Et puis peut-être même, vous en avoir parlé à voilà. Ou bien peut-être c'est que on doit venir prendre un organe pour aller faire de l'expérimentation, ou bien aller juste c'est pas retirer l'organe, faire un prélèvement d'un organe pour aller voir. Donc maintenant on dit, si d'aventure vous avez donné votre OK, si c'est une recherche biomédicale, je ne parle pas d'une analyse. Quand tu donnes le OK pour l'analyse, tu ne peux pas venir dire de ne plus faire. La recherche biomédicale est plus approfondie. C'est-à-dire que là, c'est comme on fait des recherches sur les organes. On peut venir, on veut faire de l'expérimentation pour ceci ou cela. À un moment donné, si vous dites que vous n'êtes plus d'accord, ils doivent arrêter. Mais s'ils ont continué, c'est que vous pouvez porter plainte contre eux pour expérimentation illégale sur votre personne. Article 193. Toute personne morale déclarée responsable pénalement de l'infraction prévue à l'article précédent est punie des peines prévues par l'article 54 du présent code. On en a déjà parlé. Ce sont les sanctions applicables aux personnes morales. La juridiction saisie peut en outre, si elle estime nécessaire, interdire l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 7. Article 194 constitue un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse le fait pour une personne d'exercer des pressions graves ou réitérées sur autrui ou d'user des techniques propres à altérer son jugement en vue de le conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Et toute personne, article 195, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance, de faiblesse, est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions ou de l'une de ces deux peines seulement.
Bon, on va s'arrêter là-bas. Et la prochaine fois, on va continuer avec le chapitre 4. Voilà. Les atteintes à l'intégrité physique de la personne, section 1 de la torture et des mauvais traitements. Voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense que nous allons devoir nous arrêter ici compte tenu du temps. Vous allez placer quelques 2 mots pour clôturer ce numéro. Comme j'ai pour habitude de dire, nous sommes en train d'étudier les dispositions du code pénal, c'est-à-dire pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, sachez que tout ce que nous apprenons ici peut nous servir dans la vie. Grâce à cette émission ou cette formation, tout ce que vous faisiez avant qui est contraire à la loi, vous devez arrêter. Et maintenant, s'il y avait quelque chose que vous ne faisiez pas, mais que la loi recommande de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez tomber sous le coup de la loi, il faut commencer par le faire. Et mieux encore, pour pérenniser cette émission, il faut la partager avec d'autres personnes pour éviter que l'ignorance ne les tue. Merci à vous, Madame Odette Dunganzono, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé, qui nous a encore expliqué de fond en comble des choses dans le code pénal du Togo. Pour l'émission d'aujourd'hui, c'est fini. Je suis Philippe Adika pour la présentation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, passez de très bons moments. Bye bye.